Togocom. Oh là là, Togocom. J'ai tellement parlé de Togocom. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire encore sur Togocom. Tellement j'ai parlé de Togocom. Tellement j'ai parlé de ces bijoux de famille que le régime de Faure est en train de brader à des étrangers. Ou peut-être qu'eux-mêmes ils se cachent derrière des structures écrans, des montages financiers pour les racheter à leur propre compte. J'en ai tellement parlé. Les banques, la SNPT, tous les secteurs qu'on est en train de privatiser, j'en ai tellement parlé. J'en ai tellement parlé que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Togocom, j'en ai tellement parlé. Vous avez une entreprise, une société d'État qui n'a fondamentalement aucun problème. Nous sommes à l'ère où les télécommunications rapportent énormément d'argent à tous les pays. Ce n'est pour rien que les Elon Musk sont en train de conquérir l'espace. Ce n'est pour rien qu'ils sont devenus des milliardaires. Ils savent qu'en investissant aujourd'hui dans les télécoms, ce sont des secteurs porteurs. C'est des secteurs d'avenir, les télécoms. Avec l'Internet, les recherches, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on a une société, Togocom, Togocel et Togo Télécom. Togo Télécom avait quelques soucis pour des problèmes de gestion. Mais fondamentalement, il n'y avait aucune raison qui militait à ce qu'on puisse privatiser cette société-là. Un matin, on s'est levé et puis on a décidé de vendre une partie des actions de cette société à des inconnus, des malgaches. Vous êtes une fois allé à Madagascar. Bon, c'est vrai qu'on ne voyage pas beaucoup. Mais qu'on nous dise que les gens de Madagascar, je ne dis pas que Madagascar c'est un désert, c'est rien du tout. Mais des gens de Madagascar viennent acheter une société au Togo. Quand même. Et donc, on se lève un matin et puis on nous dit que la société est privatisée. On a vendu 51% de nos actions à des malgaches, une société malgache qu'on appelle le groupe Action. Mais avant qu'on arrive au groupe Action, on a créé une société bidon au capital de 10 000 francs. Une société au capital de 10 000 francs qui a racheté une société d'État qui a des milliards. Donc, on a créé une société comme ça, bidon, qu'on appelle Agou Holding. Agou Holding. Est-ce que vous posez la question de savoir au Togo, qui parmi nous les Togolais a un lien particulier avec Agou? En matière de journalisme et de journalisme d'investigation, il y a des indices qui conduisent à des gens qui au Togo a un lien très, 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 très particulier avec Agou. Donc on crée une société bidon qu'on appelle Agou Holding, au capital de 10 000 francs, qu'on a logé dans une villa sale à Djidjolé là-bas, en face de la pharmacie Djidjolé, entre la clinique Sauveur et un bâtiment là-bas. Et cette société Agou Holding, qui a un capital de 10 000 francs, a acheté Togocel, qui lui a un capital de milliards, à plusieurs milliards. Vous voyez déjà le contraste. Après, on fait la privatisation et on dit oui, la ministre Sina Lawson qui tape déjà 10 ans ou 12 ans au ministère de l'économie numérique, elle est sortie nous dit, effectivement, on a privatisé Togo Télécom, Togocom, l'État garde 49% des actions et que l'État ne permettrait pas n'importe quoi. Et que l'État ne va pas permettre aux nouveaux repreneurs de faire de n'importe quoi. Et que l'État va garder un œil sur la gestion de cette société-là. Nous sommes aujourd'hui, quelques années plus tard, à l'heure du bilan. On voit que non seulement on continue de creuser et de faire le montage financier pour récupérer l'entièreté de la société, mais on ne communique pas aux Togolais. On ne dit rien. Togo Télécom, c'est un bijou national. C'est une propriété de tous les Togolais. Comme la BTCI, comme Orabank, BTD à l'époque, comme je sais pas le port, comme la SNPT, comme le Clinker.
Alors, si on doit privatiser ces sociétés-là, il faut qu'il y ait un débat national. Il faut au moins qu'on communique aux Togolais qui sont ceux qui achètent la société et quelle est la part qui revient au Togo et qui sont ceux qui détiennent les actions en réalité dans ces sociétés-là. Aujourd'hui, quand vous fouillez tout ce qui se passe autour de Togocom là, tout ce que vous voyez là, le micmac, tout ce que vous voyez là, qui se passe là, vous allez chercher, ça revient toujours à une même personne. Ça revient à une même personne. C'est un montage financier. Ça revient à une même personne. Et je peux vous dire avec certitude que il y a des domaines dans lesquels Faure Gnassingbé, qui est le chef de l'État au Togo, a gardé une emprise depuis des années. D'abord, le domaine des mines, le domaine de l'énergie et le domaine des télécommunications. Ce sont les trois postes qu'on a mis ensemble pour faire de son ministère, quand il devait rentrer au gouvernement en 2003, rappelez-vous, quand Faure Gnassingbé devait rentrer au gouvernement en 2003, c'est ce poste-là qu'on lui a donné. C'est comme Karim Ouad, au temps de son père, qui a eu le ministère du ciel et de la terre, c'est comme ça qu'on l'appelait au Sénégal. Faure Gnassingbé, quand on devait le nommer ministre, il a été ministre des postes, ministre de l'énergie, des mines, des postes et télécommunications. Et depuis, il n'a jamais lâché les trois secteurs. Il a toujours mis ses hommes sûrs dans les trois secteurs. Dans les trois secteurs. Rappelez-vous, quand les Juifs ont quitté, les Juifs tunisiens ont eu des problèmes après la privatisation, comment s'appelle, le colonel Panassa avait fait l'audit. C'était l'administrateur provisoire qui a été nommé par la justice, avait fait l'audit pour montrer à Yadema que les 20 milliards des Juifs tunisiens qui ont été investis dans l'OTP qui est devenu après IFG, les 20 milliards de ces Juifs tunisiens-là, parce que moi j'avais fait un dossier à l'époque sur ce truc-là. Bon, il n'y avait pas encore WhatsApp, il n'y avait pas encore les commentaires, les politiciens de WhatsApp. J'avais fait un dossier il y a peut-être 15 ans ou 16 ans sur cette histoire de privatisation de l'OTP en IFG. Et donc, l'administrateur provisoire, Panassa, qui est, je pense, l'ambassadeur maintenant au Ghana, avait fait un audit et avait démontré à Yadema que, en fait, l'argent, les 20 milliards que les Juifs ont investi et qui a créé après des problèmes, ont été gérés entre trois personnes, Faure Gnassingbé, Barissa Moussa Barké et Charles Debache. C'est ça la réalité. Et du coup, quand Faure est devenu président, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il saute Panassa et il nomme son ami Charles Takou, qui est resté là-bas. Et puis après, tous ceux qu'il a nommés après sont des proches à lui. Il en est de même dans les télécommunications. Quand Faure est devenu chef de l'État, il a nommé, il a pris, bon, il est devenu ministre. Quand il était ministre, il a remplacé Andjo Djamdia. Il a nommé Dougbé, qui était son ami, ils ont fait ensemble Kara, puisque Dougbé, son père était Mera Kara, et puis il est devenu ministre de l'Agriculture. Dougbé lui-même, il était ministre des Postes et Télécommunications. Il a nommé Dougbé DG des télécommunications. Après, le même Dougbé est devenu ministre quand Faure est devenu président. Et donc, les télécommunications, Faure ne les a jamais lâchées. Et donc, derrière tout ça, derrière tout ce qui se passe là, Agou Holding, Action, je ne sais quoi, Togocom et maintenant Yas, quand vous fouillez, c'est comme les poupées russes. Hein. Les poupées russes, à chaque fois que vous enlevez un, vous trouverez d'autres et à la fin, vous voyez le vrai visage de celui qui est derrière. C'est ça la réalité. Donc, ce sont des bijoux de famille hein, qu'une personne manipule comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Malheureusement, quand on en parle, quand des journalistes comme nous et bien d'autres, on en parle, les acteurs, que ce soit de la société civile ou les hommes politiques, qui devaient interpeller l'État, le gouvernement ou le régime pour dire, mais pourquoi vous vendez à moindre frais ce qui appartient à nous tous? Pourquoi vous bradez les richesses de la République? Qui sont les actionnaires de ces sociétés-là? Pourquoi vous privatisez? Il s'est passé quoi? Vous ne verrez personne réagir. Même ceux qui sont partis à l'Assemblée nationale ont siégé pendant des années députés, ou ceux qui y sont de quelque manière que ce soit, personne ne demande à l'État pourquoi vous vendez ces bijoux de famille. Parce que Togocom c'est quoi? Togocom c'est du vent. C'est-à-dire c'est l'argent qui vient de la poche de tous les Togolais, des contribuables togolais. Mais l'internet qu'on vous vend là, ça vient d'où? Les crédits de communication qu'on vous vend, ce n'est pas quelque chose que vous touchez, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas un objet dur que vous touchez. On vous vend, on vend quelque chose
qui est fondamentalement juste de l'air ou du vent, et on se fait des milliards de bénéfices, et les Togolais n'ont rien dans tout ça. Les Togolais n'ont rien dans tout ça. Les gens se sont arrangés entre eux pour privatiser, faire des montages financiers et privatiser un certain nombre de secteurs du pays. Ils mettent leurs amis devant, ils mettent des pantins devant, et eux-mêmes, ils sont derrière et tirent les ficelles. C'est ça la réalité de Togocom. Et bon, la peur que moi j'ai aujourd'hui, c'est que au niveau de Togocom qui est devenu YAS, sans qu'on ne consulte aucun Togolais sur ce nom-là, d'où ça vient, qu'est-ce que ça représente dans notre terroir et tout ça, la peur que j'ai aujourd'hui, c'est que demain, on va aller à la justice dire aux 309 agents de Togo Télécom qui sont actuellement en procès avec le groupe Togocom, on va leur dire que l'entreprise n'existe plus et qu'on ne va pas leur payer leurs droits. Ça s'est déjà passé dans d'autres groupes qui ont fait faillite au Togo. On va leur dire que l'entité, juridiquement, que l'entité Togocom n'existe plus. Et maintenant, ils sont à YAS et que YAS n'est pas disponible à leur payer ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc, avant que les gens de Togocom ne décident de changer le nom de ce label-là, qu'ils ont consulté, est-ce à dire qu'ils ont acheté aujourd'hui la majorité des actions qui leur donnent la latitude de faire tout ce qu'ils veulent de la boîte? C'est des questions légitimes qu'on doit se poser. Et pas seulement des journalistes. Tous les Togolais doivent se poser ces questions. Beaucoup plus encore les acteurs politiques et ceux de la société civile. Ils doivent demander des comptes aux dirigeants. C'est parce que personne n'a le courage d'interpeller le régime à travers des éléments probants, des chiffres, des données, que le régime fait ce qu'il veut. Les hommes politiques, souvent c'est les slogans, c'est tout. Les hommes de la société civile, bon, ils font les efforts qu'ils peuvent faire, ils n'ont pas suffisamment de moyens, mais ça n'empêche qu'on puisse faire des enquêtes et interpeller le régime. En Côte d'Ivoire, il y a le parti de Gbagbo, incarné par, comme Gbagbo lui-même, il est un peu âgé, incarné par Kone Katina, qui chaque semaine invite la presse à un point de presse, à une conférence de presse. Il invite la presse. Kone Katina, il convie la presse au siège du parti chaque semaine pour se prononcer sur les sujets d'actualité, sur les sujets du pays. Ils parlent l'économie, ils parlent la dette, ils interpellent le recensement électoral, ceci, la sécurité. Ils évoquent des sujets. Et ça suscite des réactions du gouvernement, surtout s'il dit des choses qui ne sont pas exactes. Le gouvernement est obligé de sortir. La dernière fois, il a parlé de la dette. Il a accusé le gouvernement de Ouattara de prendre trop de dettes, d'endetter le pays. Ça a amené le directeur du trésor ou de la comptabilité ivoirienne à aller sur NCI pour décrire toute la dette ivoirienne. Toute la structure de la dette ivoirienne, il a été invité pour parler. Ça veut dire quoi? Il y a une action, il y a une réaction. Il y a une action, il y a une réaction. Ça veut dire que au niveau des acteurs politiques, mais on peut sortir de la paresse intellectuelle. Si effectivement il y a des ressources dans les partis politiques, on peut sortir de la paresse intellectuelle et interpeller le gouvernement sur les données, en mettant le gouvernement face à ses responsabilités devant le peuple. En disant, mais aujourd'hui, la dette du Togo, on est à presque 69%, ou bien 60 combien? Alors que la norme de l'UEMOA, c'est 70%. Pourquoi on est si endetté? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Et le PPTE qu'on a obtenu, on a fait quoi avec tout cet argent? Pourquoi on est obligé aujourd'hui d'être endetté? Alors qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux modernes, on n'a pas d'échangeurs, on n'a pas ci, on n'a pas ça. L'argent qu'on prend sur le marché là, ça va où? Alors, quand vous avez des ressources dans les partis politiques pour interpeller le gouvernement sur des faits, sur des questions techniques comme ça, le gouvernement est obligé de réagir. Parce que vous parlez à la population, vous mettez en difficulté le gouvernement devant la population. Non, le gouvernement est obligé de réagir. Mais, au niveau de nos partis politiques, visiblement, en dehors des conférences de presse, pour réclamer je ne sais pas quoi, il n'y a pas grand-chose. Comme si il n'y avait pas suffisamment de ressources humaines compétentes dans nos partis politiques qui aspirent à gouverner le pays demain pour poser les vrais problèmes ou poser les vrais diagnostics. En Côte d'Ivoire, ça se fait. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Kone Katina, il interpelle le gouvernement chaque semaine. Il pose des problèmes. Il les met au dos. Et ça leur met une pression forte devant la population. Donc, voilà pour le cas de Togocom. Moi, je n'en dirai pas plus. Mais si vous cherchez celui qui est derrière toute cette manœuvre-là, qui tire les ficelles, qui prend les actions derrière en mettant
des visages devant, vous pouvez retrouver cette personne facilement au Togo. Et vous tous, vous les Togolais, nous savons qui est cette personne-là. Le problème au Togo, c'est que on a tellement de gens incrédules dans notre pays que quand même vous dites des choses que eux ils ne savent pas, ils viendront vous dire, mais d'où est sortie cette information? Mais tout ce qui ne sait jamais, c'est-à-dire des choses qui ne se passent nulle part au monde, là, ça se passe au Togo. Pourquoi vous ne le savez pas? Ou bien pourquoi vous feignez de ne pas le savoir? Pourquoi vous feignez de ne pas savoir? Faure Gnassingbé, il gère aujourd'hui au Togo. Moi, quand je fais une comparaison dans le monde, Faure Gnassingbé, il contrôle financièrement aujourd'hui le Togo. Il a des intérêts dans tous les secteurs, comme la famille Suharto en avait en Indonésie. Vous connaissez les Suharto, pour ceux qui lisent l'histoire, vous connaissez les Suharto? Les Suharto ont dirigé l'Indonésie au moins une vingtaine d'années, peut-être même plus. C'était une famille, une fratrie qui avait la même mise sur toutes les richesses du pays. C'est comme les Obiang-Guema en Guinée équatoriale. Mais les Suharto, c'est l'exemple le plus probant. Et en Indonésie, dans les années 98, ce sont les étudiants qui ont fait tomber le régime de Suharto. Les étudiants étaient dans la rue. Moi, je me rappelle à l'époque, voilà, moi, je me rappelle à l'époque, quand nous, on faisait des manifestations au Togo, sur le campus et dans les rues, on se référait aussi aux étudiants en Indonésie qui étaient dans la rue pour demander la chute du régime de Suharto parce que la famille Suharto avait la même mise sur tous les pans entiers de l'économie du pays. Ces garçons, ces filles, ils ont des actions partout. La famille, la maman, le papa et tout, et tout, et tout. C'est une famille qui a régné sur l'Indonésie, je ne sais pas si c'est 20 ans ou 30 ans, mais une famille qui était ancrée dans le pays et qui avait pris le contrôle de toutes les richesses du pays. On est dans le même schéma aujourd'hui. Et donc, ce genre de choses, comme on ne peut pas le faire de façon flagrante, on trouve toujours des gens qui viennent porter les projets, on trouve des montages financiers, on met certains devant, alors que derrière, les vrais propriétaires sont derrière le rideau. Voilà ce que je voulais dire sur le cas de Togocom. Et je pense que ceux qui ont des oreilles ont certainement compris ce que je veux dire par rapport à celui qui fait de ces boîtes-là sa propriété peut-être privée. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, il n'y a rien, il y a autre chose que, il n'y a pas autre chose que ça. Vous pensez que c'est pour rien du tout que Sina Lawson est là-bas au ministère depuis 10 ans, elle ne bouge pas? Vous pensez que c'est pour rien qu'elle est là-bas? Elle veille sur des intérêts. Elle aussi, elle a sa part, mais elle veille sur des intérêts. Elle n'est pas la plus intelligente du Togo. Elle n'a pas bougé de poste depuis des années. Et c'est elle qui, son ministère, même personne ne lui dit ce qu'elle va faire. Vous pensez, à un moment donné, elle n'avait ni secrétaire général, ni directeur de cabinet, elle avait renvoyé tout le monde. Je ne sais pas si entre-temps, on a nommé d'autres commis de l'État dans son ministère. Elle sous-traitait toutes ces choses avec certains Togolais amis à elle dans la diaspora, des gens qui quittent la France, l'Angleterre, qui venaient vendre les logiciels, qui font les affaires avec le régime. Il y en a certains qui sont là, qui ont des intérêts dans le régime, qui passent discrètement. Vous ne pouvez pas imaginer de qui ces gens-là sont. Un jour, je vous exposerai certains sur la toile. Vous allez voir que des gens viennent vendre des logiciels à Lomé, faire des affaires, prendre leur part, traite avec le régime, et puis après, ben voilà, et il se cache après pour dire que non, voilà, quoi. Donc, Sina Lawson, elle n'est pas là-bas pour rien. Elle est là pour un objectif bien précis. Donc, les télécoms, c'est aujourd'hui un secteur assez porteur. Et ne serait-ce que les télécoms, les milliards que génèrent aujourd'hui les télécoms auraient pu en partie servir aussi à faire beaucoup de choses au Togo, à moderniser les infrastructures, à faire beaucoup de choses. Mais bon, la gestion opaque est passée par là.